Ok, salut à tous. Bonjour. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui sur le podcast, sur le combat de Conor McGregor contre Donald Cerrone. Je voulais revenir là-dessus car il y a différents avis et on est à chaud. Ça vous permet d'avoir tout de suite notre avis, mon avis, l'avis d'Eric, sur ce combat qui est vraiment intéressant stylistiquement parlant et aussi un petit peu médiatiquement, puisque c'était le retour du combattant très très connu Conor McGregor contre Donald Cerrone, qui est un vieux de la vieille, un combattant qui accepte tout le temps les combats la veille ou même 2 semaines avant, une semaine avant en short notice. Donc je voulais savoir toi d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat? Déjà, est-ce que tu l'as regardé? Alors Qu'est-ce je l'ai que tu en as regardé, pensé? ça a été assez court. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'aisance de McGregor. Pas uniquement son aisance psychologique ou son volume musculaire, dont on a beaucoup parlé parce que c'est ce qui est visible, c'est l'aisance avec laquelle McGregor a réussi à appliquer son game plan, mais aussi ses techniques. Ce high kick, comme je dis, je pense vraiment que ce qui était incroyable, c'est la facilité avec laquelle il est parti. Et on en parle souvent, toi et moi, en dehors, et on en parlera plus dans le podcast, cette espèce de relais musculaire entre ses jambes et l'impact m'a beaucoup impressionné. Effectivement, donc, mais ça a toujours été un petit peu la caractéristique de McGregor. Si on Avec regarde Ido déjà, Portal, il était déjà pointu il là-dessus. était déjà Ouais. pointu, mais déjà avant, il a une transmission de force. En fin de chaîne, quand on le voyait dans des combats contre Dennis Butchinger et même avant au Cage Warrior, etc., où il était très très fort en fin de chaîne avec ses coups de pied. C'est pas la première fois qu'il envoie des high kicks, des middle, ni des crochets larges. Donc, juste sans rentrer trop dans les détails, en tout cas moi dans ma méthode MMA Fusion et quand j'enseigne 3 distances de striking qui sont la distance longue, on a besoin de plus d'un pas pour toucher l'adversaire. La distance moyenne, la mi-distance, on a besoin d'un seul pas pour toucher l'adversaire. Et la courte distance, qui sont la distance où je peux frapper et saisir sans faire de pas. Est-ce que tu considérais que c'est dans la poche, tu veux dire? Voilà, in the pocket. Yeah. Et donc, en fait, McGregor est un combattant qui se caractérise dans sa spécialité, c'est de cueillir son adversaire entre la mi et la courte distance. D'accord? Ou alors entre la moyenne et la longue distance, entre les deux. On peut donner comme exemple son combat contre José Aldo et contre Eddie Alvarez. Quand ses adversaires plus petits viennent écourter la distance, c'est là qu'il les contre. La plupart du temps, ces coups de pied sont des faux coups de pied pour pousser l'adversaire à franchir le gouffre, comme on dit en escrime, et venir les contrer en point, car comme il a les appuis écartés, il est très ancré sur ses appuis, il peut contrer. J'ai une question pour toi. Enfin, attends, juste après, c'est pour ça qu'on voit que des adversaires qui sont très forts à casser la distance sans frapper forcément, comme Khabib, vont lui poser des problèmes. On a vu aussi des adversaires plus grands que lui. Donc, quand on est plus grand, la longue distance ou la courte distance n'a plus la même distance. C'est tout relatif, ça devient compliqué, mais c'est ce qui s'est passé avec Ned Diaz. D'accord? On retrouve le même problème. Donc, là, ce qu'il y a eu, il y a un point vraiment important, c'est que son high kick a touché parce que Donald Cerrone était à 1 mètre de la cage. Il ne pouvait plus back-up, il ne pouvait plus reculer. Donc, quand on recule et qu'on arrive proche de la cage, la tête, les appuis se resserrent et la tête a tendance à se relever. Et là, à ce moment-là, même si j'ai ma garde, j'arrive en fin de course sur le bras, en fin de levier. Il y a beaucoup moins de force quand je pousse là que quand je pousse là. Le high kick arrive dans la tête. Ça, c'est déjà un. Ensuite, le travail qu'il y a eu avant, de feinte, Donald Cerrone a voulu écourter la distance, mais il était très ouvert sur cet angle-là. Et donc, comme Conor McGregor est un peu plus petit, il a plus d'espace entre son épaule et la tête de Donald Cerrone. Donc, il a pu contrer avec son épaule les shoulder strikes pour lui toucher la pommette et le nez. Ce qui a déstabilisé son adversaire et ça a permis à Conor de le maintenir dans le doute et de lui mettre la pression très très tôt pour pouvoir ensuite travailler avec son high kick. Un point important, c'est que une fois que l'œil gauche était abîmé, un peu fermé, cette zone-là était tuméfiée, tout le travail était avec l'œil droit. De quel côté le high kick a touché? C'est du côté droit, d'accord? Et donc, comme l'œil droit maintenant doit faire la focalisation des deux côtés, il joue presque le rôle. Avant, il jouait à 50% son rôle, d'accord? C'était réparti. Maintenant, il avait 70% du travail. Donc, moins de focalisation de ce côté-là. Le high kick est arrivé, plus le positionnement dans la cage. Et le troisième, donc, tuméfaction du côté gauche du visage en courte distance avec le shoulder strike, qui réduit
la concentration du côté droit de Cerrone, puisque maintenant l'œil droit joue un trop grand, Un trop grand rôle. un trop grand rôle. Et le troisième point qui est important, c'est que un combattant qui combat très souvent devient un slow starter, quelqu'un qui débute doucement. On le voit beaucoup chez les combattants de boxe thaï. Ils acceptent rarement des combats. Plus ils ont de combats, moins ils acceptent contre des combattants qui ont peu de combats. Pourquoi? Parce que quand on a peu de combats, on rentre plus vite dans le vif du sujet. Parce qu'il y a encore l'adrénaline, on est moins habitué, donc on est plus rapidement dans le combat. Plus on a de combats, plus on devient un slow starter. C'est ce qui se passe avec Donald Cerrone. Sur son historique de combat, à chaque fois qu'il a réussi à prendre ses marques progressivement, il a gagné les combats. D'accord? En tout cas, la plupart du temps. Par contre, quand ses adversaires ont réussi à le sortir de ce rythme, soit très rapidement, soit pendant le combat, le sortir de sa danse, de son rythme, ils ont réussi à le battre. D'abord, surtout psychologiquement, puisque dès qu'il perd ses repères, il perd son timing et son coup d'œil. C'est ce que Conor McGregor a très très bien fait. Il est connu pour être un fast starter, c'est-à-dire qu'il est très rapide pour entrer dans le combat. Le point important, et après je te laisse la parole, c'est que beaucoup de personnes m'ont dit Conor McGregor a un très bon état d'esprit, il croit en lui et tout ça. Je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas quantifier la confiance qu'une personne a. Il n'y a pas un degré, il n'y a pas un système très précis. C'est une donnée qui peut être, en tout cas de l'extérieur, moins on connaît la personne, moins on est proche de la personne, moins cette donnée est objective, elle est subjective. On peut donner l'exemple de Tyson qui, avant ses combats, pleurait. Vous pouvez voir les documentaires et les images. Et ensuite, quand il combattait, il semblait avoir très confiance en lui. Et en fait, ce doute lui donnait de la force, il avait appris à le recycler. Mais en fait, il était en doute permanent. On peut le voir dans les podcasts, le dire pendant qu'il combattait, il était en stress, etc. Il arrivait à recycler un petit peu cet état-là. Donc, je ne peux pas dire que Conor McGregor a particulièrement confiance en lui. D'accord? Parce que quand on l'a sorti de sa zone de confort, en tout cas au sol, il a abandonné même sans trop de résistance. Contre Conor, une fois il s'est finalisé par un Serbe ou par un Croate il y a quelques années, avant qu'il combatte au Cage Warrior, et contre Ned Diaz. Maintenant, sa zone de confort, c'est le striking. Donc, même tellement il est confortable qu'on peut le pousser loin dans ses retranchements. Au sol et en lutte, beaucoup moins. S'il a la pression, il va commencer à lâcher prise. On l'a vu contre la cage, contre Khabib, lorsque cette fois, Conor a montré une autre facette de sa personnalité qui est, il lui a dit, non, c'est juste du business, c'est juste du business. Donc ça a mis que le gars, il était en train de back up, il était en train de lâcher prise un petit peu. Okay? Donc, en tout cas, il était moins confortable. Donc, ces trois facteurs, le facteur rentre dedans, fast starter ou slow starter, le facteur j'abîme un côté qui me permet de diminuer la tension de mon adversaire, le placement dans la cage, ont été vraiment, vraiment intéressants. Donc en fait, tout ça fait que la victoire pouvait être prévisible un petit peu en avance. Personnellement, je la voyais dans le deuxième ou le troisième round parce que je comptais sur le ring rust, c'est-à-dire le fait que Conor, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu, mais Donald Cerrone est un slow starter, comme je vous ai expliqué avant. C'est un combat parfait de reprise pour Conor McGregor. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est le combat contre Masvidal, qui a beaucoup de combats, mais qui est resté un fast starter dès le début. Okay, on a pu le voir contre Ben Askren. Et la revanche contre Khabib. Deux combats qui vont être intéressants. Pas pour le côté médiatique, parce que je ne suis pas là pour être fan d'un combattant ou quoi que ce soit. Même si je ne combats plus en MMA, je ne suis pas un fan d'un combattant. Je suis là pour analyser, trouver des failles, utiliser ces données, les enseigner à mes élèves. Donc en fait, c'est ça mon état d'esprit. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est stylistiquement. À chaque fois que vous regardez un combat, regardez les placements, les déplacements, le timing, d'accord, et le coup d'œil, la précision. Ces 5 facteurs-là vont pouvoir déterminer, que ce soit debout, en lutte ou au sol, le déroulement du combat. Car c'est des choses qui sont physiques, quantifiables. Et on peut déterminer le déroulement d'un combat grâce à ces 5 données. Alors, je pense que tu as dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Il y a 3 choses sur lesquelles je voudrais revenir. La première, c'est une question qui s'adresse à toi, c'est est-ce que tu penses que justement cette capacité qu'a McGregor de cueillir ses adversaires en entre-distance fait que, alors ça va peut-être te paraître évident, mais c'est pour aussi les personnes qui nous regardent, qui ne sont peut-être pas aussi pointues en striking, et surtout en striking de MMA que toi, est-ce que tu penses que ça rajoute à sa puissance? C'est-à-dire que le fait que la personne marche dans le coup, marche dans le strike qui est en train de venir,
augmente la puissance du strike et fait que quelqu'un qui a déjà un KO punch devient un meurtrier? Alors ça, c'est une très bonne question. Ce qu'on peut voir, c'est le KO, et il y a eu plusieurs études sur le pouvoir du KO. Donc là, il y a une différence entre un frappeur et un puncher. Un puncher, c'est quelqu'un qui va éteindre, qui va avoir la capacité sur un coup d'éteindre. Et le puncher, il va avoir besoin de faire un gros travail de frappe pour pouvoir mettre hors combat Mais son adversaire. Il l'endommage par contre. C'est basse Donc, le puncher, ses coups semblent avec un peu moins de force. Ils ont l'impression d'être sans effort. Mais ils arrivent au bon moment, au bon endroit, ok, avec la contraction et la décontraction suffisante pour créer un effet de fouet qui déconnecte le cerveau, qui crée un effet de surprise très rapide pour que le cerveau utilise cette faculté de protection de s'éteindre par crainte, c'est comme un instinct primitif qu'il a de s'éteindre pour prévoir des dommages à venir. Voilà. Et donc, on peut voir que ces appuis, cette décontraction et cette facilité de passer de la décontraction à la contraction, puis à la décontraction, et cette gestion de la distance font de Conor un puncher né, j'ai envie de dire, parce qu'il avait déjà ça avant. La question, on pourra revenir ça dans d'autres podcasts, si on peut apprendre à quelqu'un à devenir un puncher ou pas, je pense que oui. On est toujours on essaie toujours de déterminer comment, mais en tout cas l'entraîneur de Tyson disait que oui. En tout cas pour ce qui est de Conor, le fait son management de la distance, son évaluation de la distance, son timing et son coup d'œil et sa capacité de se relâcher, de se contracter, de se relâcher et se re-relâcher, s'appelle la double décontraction, est un facteur prédominant et prépondérant à la production de l'effet du KO, donc de la mise hors combat. Et est-ce que le fait que l'adversaire, qu'il le cueille à un moment où l'adversaire avance vers lui, c'est super important parce que justement, comme souvent, on voit une sorte d'aspiration. McGregor, il frappe, son adversaire souvent frappe en même temps. D'accord? Ou alors un mouvement léger d'avance. On dirait qu'il le sent de manière instinctive. Est-ce que ce mouvement de l'adversaire qui avance, la décontraction qui est liée au fait que l'adversaire avance, d'accord? Parce qu'il faut un pas, quand on parle de cycle de foulée, un pas c'est une forme de chute. C'est ça. Est-ce que tu penses que justement le fait de cueillir l'adversaire pendant cette forme de chute, ça fait que ça augmente la force du coup qui vient? Alors, il y a une contraction. Ouais, voilà. Une contraction au moment de l'impact de la part de Conor McGregor, la contraction juste au bon moment, ouais. Et une décontraction très rapide, mais juste au moment où l'adversaire se décontracte, d'accord, crée cet effet explosif qui crée le chaos, cet effet de surprise. Donc, ça vient de mes analyses, d'accord, c'est vraiment intéressant. Deuxième chose, je pense que ce serait intéressant de savoir quel est l'œil directeur de Cerrone. Parce que si jamais l'œil directeur était celui qui était endommagé, un œil non directeur, on passe de, comme on disait, 50-50 à 70-30. Hein. C'est ça, et donc on va augmenter le temps de réaction. Le temps de réaction qui peut de 1 à 2 demi-secondes jusqu'à 1 seconde, surtout quand on est dans un combat comme ça. Donc on perd, et aussi qu'il y a une diminution de la perception de la profondeur, qui fait qu'on a l'impression que le kick va venir ici alors qu'il vient derrière. Effectivement. Donc ce serait intéressant de savoir ça. Savoir ça, exactement. Vous pouvez regarder les combats de Donald Cerrone et n'hésitez pas à nous dire s'il y a des opticiens. Ouais, s'il y a des opticiens ou sinon, essayez de déterminer, donnez-nous votre avis sur quel est l'œil directeur de Donald Cerrone. Et déterminer que vous soyez un grappleur ou un votre striker, directeur, votre directeur. Moi, ça a changé mon jeu. Hein. Deuxième chose, et donc troisième chose, on parle de confiance en soi. On a des amis communs qui sont des personnes qui s'intéressent énormément à la psychologie et on va dire au schéma de comportement lié à la psychologie, d'accord. Donc on pense à Pank, qu'on aura un jour. Je vous invite à aller voir sa chaîne qui est Hypnose, H-I-P-E-N-O-S-E, Pank, qui est un ceinture noir de jiu-jitsu brésilien, un vétéran du MMA français, et qui est aussi quelqu'un qui est surtout très pointu en hypnose et on va dire en analyse des schémas de comportement des gens. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'on a souvent, et c'est au contact de personnes, de lui et de personnes qui travaillent avec lui, il y a des micro-émotions qui sont lisibles. C'est ce qu'utilisent aussi les personnes dont le travail est d'interroger les personnes. Donc on pense au FBI, mais aussi
aux cellules antiterroristes, etc., aux personnes qui travaillent dans le renseignement, il y a ou aux personnes qui jouent au poker, d'accord, tous ceux dont la lecture de quelqu'un, des signes et des micro-signaux de quelqu'un dépendent, je serais curieux de savoir quels micro-signaux sont ceux de McGregor. C'est-à-dire, je vous donne un exemple tout simple de micro-signal. Vous parlez à quelqu'un de quelque chose qui lui plaît ou de quelque chose qu'il aime, il va souvent sourire, qui est un marqueur de joie. Ça. Et on ne le sent pas. D'accord, ce truc, si vous, messieurs, mesdemoiselles, de toute façon tout le monde, on sait tous que c'est pas un stéréotype, que quand une femme tousse ses cheveux pendant qu'elle vous parle, c'est en général bon signe. Donc qu'on le veuille ou non. À tel point qu'après les gens en jouent. Ce signe, on l'a tous vu, d'accord, un homme qui bombe le torse, quelqu'un qui baisse la tête. Je serais très curieux de voir quels sont les micro-signaux de McGregor, qui est quelqu'un qui a un peu on va dire le poster boy de la confiance en soi, d'accord, mais on a le même dans le sol qui est Gordon Ryan, et de voir si tu parlais de Tyson qui pleurait avant de combattre, c'est quelque chose de commun, Frank Mir qui vomit, d'accord, c'est un pattern qui est assez commun chez les combattants d'avoir très peur avant et de paraître très confiant pendant. Je serais curieux de savoir si on peut, comme on disait, un combattant peut prendre un certain nombre de coups. Est-ce qu'un combattant ou un athlète ne peut être confiant qu'un certain temps? C'est-à-dire que s'il part ultra confiant, il y a peut-être que certaines personnes, si elles partent ultra confiantes dans les vestiaires, ça s'émousse. Alors que peut-être que pour certaines personnes, tout laisser partir avant facilite le fait d'être confiant. Parce que McTen disait, je pleure dans les vestiaires et plus je marche vers le ring, plus j'ai confiance en moi. Ouais. Peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que c'est quelque chose qui est encore, comme le punch, c'est quelque chose qui n'est pas assez analysé. Il y a un point important, c'est que, pourquoi je dis qu'on ne peut pas mesurer, c'est que dans l'analyse d'un combat, on ne peut mesurer concrètement que ce qui se passe techniquement, physiquement. Exactement. Je ne peux pas mesurer ce qui se passe dans la tête, sinon il faudrait que, c'est comme si je vous disais, bon bah, quand il combat là, il a tant de quantité d'adrénaline, etc. Étant donné que si on va beaucoup plus loin, on sait que chaque sentiment, émotion est lié à une production d'hormones, on le sait. Tant qu'on n'aura pas sérotonine, un dopamine, système de mesure d'hormones pendant le combat, ce ne sera pas possible. Voilà, ça sera que des spéculations par rapport à notre vécu. Donc il y a des gens qui sont spécialistes dans la lecture d'une personne. Donc ça, je leur laisse le travail. Maintenant, je ne sais pas. Moi, ce que je veux, c'est entraîner une personne où, sachant qu'il est très difficile de contrôler ses émotions et ses pensées, même si certaines personnes sont devenues des maîtres dans la gestion de ça, en créant des rituels, des ancrages, etc. Moi, je m'intéresse aux facteurs techniques pour que si le facteur mental arrive à faillir, eh ben, le facteur technique et physique peut prendre le relais et surmonter n'importe quelle difficulté. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je mets le facteur mental au second plan. Mais à l'opposé de ce qu'on dit d'habitude, ça c'est mon avis, je pense que le niveau technique doit être supérieur technique et physique et stratégique, doit être supérieur afin que si tu tombes sur quelque chose, tombe sur quelque chose de comme fort. Ronda Rousey disait, même si elle n'a pas forcément montré tout le temps, mais elle l'a montré longtemps dans sa carrière quand même dans ses mauvais jours, elle doit battre ses adversaires. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse. Et les mauvais jours, ça peut être une blessure qui entraîne des bouleversements psychologiques, mais aussi des turbulences, on va dire, psychologiques, mais ça, c'est aussi émotionnel, etc. Et donc, ça, excuse-moi. Et donc, bien sûr, il faut avoir un attirail efficace psychologique, mais simple, très simple. John Danner, il dit, vous devez avoir une attitude. C'est-à-dire, même si vous avez des turbulences dans votre vie de tous les jours, etc., vous avez votre attitude, vous vous focalisez sur le travail à faire. Le plan A, le plan B, le plan C que vous avez répété à l'entraînement. Et vous allez combattre comme vous vous comportez à l'entraînement. Donc, vous entraînez aussi votre attitude. Quand vous rentrez à l'entraînement, quel que soit ce qui se passe, vous êtes blessé, vous avez un problème avec votre femme, il y a un truc à payer, etc., vous vous concentrez sur l'entraînement. Ça ne vous bouleverse pas, la plupart du temps, c'est toujours comme ça. Et bien, la compétition doit être pareille. Les enjeux ne doivent pas vous bouleverser. Et donc ça, c'est une habitude qu'on prend lors de l'entraînement. Et en fin de compte, comme il dit Conor à la fin dans son interview post-fight, post-combat, il en parle, il dit, en fin de compte, j'ai fait ce que je savais faire. Je fais ce que je sais faire, je me fais confiance et voilà. Voilà.
C'est tout, bah, c'est bon alors, je pense que tu as tout dit. Je pense qu'on a fait un point, on a donné notre avis tous les deux sur le combat Conor McGregor-Cerrone. Un très bon combat, je suis pressé de voir Conor McGregor contre Masvidal, contre Khabib. Et à vous, n'hésitez pas en dessous, likez. La vidéo, l'analyse, elle est vraiment poussée, donc elle mérite bien un pouce bleu et des likes et des partages. Même, s'il vous plaît. Un petit. Puis encouragez-nous à revenir aussi. Hein. Ouais, plein, on veut plus. Donc on va revenir plus souvent. Je l'annonce sur cette vidéo, on va avoir une vidéo montée ou pas sur la chaîne YouTube tous les jours. Voilà. Que ça soit un sujet intéressant ou un sujet moins intéressant. On s'était donné jusqu'à décembre pour être rodé, on se sent rodé maintenant. Allez, c'est parti et à bientôt. Ici, on est au sein de la Hatch Academy. Ce soir, il y a entraînement. Je suis tous les jours à la Hatch Academy, 19h. Non, tous les lundis et tous les vendredis, 19h et 20h30 pour le MMA. N'hésitez pas à passer nous faire un coucou. Eric Rochereau, Eric de la Sablière. Ici. Ossa. Os.